Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Nebecker, kinésithérapeute spécialisé en kiné du sport et en thérapie manuelle. Frédéric exerce depuis 2014. Après une formation initiale à Nancy, une année de médecine et plusieurs spécialisations en formation continue, il a construit une solide expérience entre Marseille, la Moselle et depuis maintenant 3 ans, le Luxembourg. Il partage aujourd'hui son temps entre son activité en cabinet libéral près de Mondorf et son rôle de kiné pour diverses équipes semi-professionnelles luxembourgeoises. Dans cet épisode, on parle de son parcours, de la réalité du terrain, de la prévention des blessures, de l'évolution de la profession et de ce qui au quotidien nourrit sa passion pour le mouvement et la performance. Bonne écoute à vous. Ok, bon ça y est, on peut démarrer le podcast après quelques galères de micro. Ouais. Du coup, Frédéric, bonjour. Salut. Bienvenue sur le podcast. Donc tu es kiné depuis 2014. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours, de tes études à Nancy jusqu'à ta pratique actuelle au Luxembourg? Bonjour. Du coup, voilà, je suis kinésithérapeute maintenant depuis 2014. J'ai fait mes études à Nancy et ensuite, suite à ça, quand j'ai été diplômé, donc j'ai commencé à faire quelques remplacements un petit peu dans la région ici. J'ai travaillé un petit peu sur Thionville et ensuite j'ai eu envie de bouger un petit peu. Et je suis parti dans le sud de la France, à côté de Marseille, à Aix-en-Provence. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi là-haut. En même temps, je faisais une formation continue en kiné du sport que j'ai fait également donc sur Aix-en-Provence. Et ensuite, au bout d'1 an et demi, je suis revenu dans la région ici. J'ai travaillé à côté de Metz pendant quelques années, 4 ou 5 ans. Et ensuite, plus récemment, je suis allé au Luxembourg. Depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, je travaille au Luxembourg. Pourquoi le sud du coup? Pour le soleil un petit peu? J'avais un copain sur place et puis envie de bouger, changer d'air et puis le soleil, la mer. T'es revenu Et région te manquait? Et je suis revenu parce que juste avant de partir dans le sud, j'ai rencontré celle qui est ma femme aujourd'hui. Et du coup, on a fait une relation un peu à distance pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, quand j'ai fini ma formation de kiné du sport là-haut, j'ai décidé de remonter. C'est plus facile pour moi. Ah c'est sûr. Voilà. Et voilà, sur la distance, c'est compliqué. Voilà. Donc, tu as d'abord suivi une année de médecine avant de te tourner vers la kinésithérapie. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Depuis tout petit, je sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, j'avais dit à mes parents que je ferais médecin, comme beaucoup d'enfants, je pense. Et du coup, j'étais un petit peu resté là-dessus. Et ensuite, arrivé au lycée, j'ai commencé à réfléchir vraiment sur mon orientation. Et est-ce que je voulais vraiment faire médecin? Et le côté médical et soigner les gens m'intéressait. Et en réfléchissant après, je me suis dit quand même qu'en médecine, il y a quand même beaucoup de responsabilités, c'est quand même des grosses études. Et j'avais envie de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et vie personnelle. Je voulais pas que mon métier soit trop, pas prenant, mais je voulais quelque chose un petit peu d'équilibré dans ma tête. Quand on est médecin, on vraiment travaille beaucoup tout le temps, on a beaucoup de responsabilités. Et du coup, en voulant switcher un petit peu ce côté-là, j'ai réfléchi à d'autres professions qui avaient un petit peu dans ce domaine. Et en réfléchissant comme ça, je me suis dit, tiens, kiné, pourquoi pas, c'est pas mal, on soigne les gens, on utilise les mains, on se rend utile. C'est moins long au niveau des études, il y a quand même moins de responsabilités. En termes on n'a pas des maladies graves ou des choses comme ça qu'on doit soigner, quoi. Et le fait aussi qu'on puisse se rapprocher du milieu du sport, ça m'a beaucoup intéressé déjà à l'époque. T'étais déjà sportif dans ta jeunesse? Toujours sportif, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait du foot, comme comme beaucoup de monde. J'ai fait beaucoup de foot étant jeune et après j'ai commencé quand j'étais au lycée aussi, j'ai commencé l'escalade. Ça c'est mon sport de prédilection, on va dire. Je fais plus du tout de foot, mais là je continue toujours encore maintenant aujourd'hui l'escalade. Et j'ai toujours aimé tous les sports, que ce soit du vélo, je fais un peu de judo, j'avais fait, on faisait plein de choses, j'étais tout le temps dehors en train de faire plein de choses avec les copains, donc il y avait ce côté-là qui m'intéressait beaucoup. Et sachant que tu étais du coin, frontière Belgique, pour ne pas avoir fait les études en Belgique comme beaucoup? Je me suis dit que j'étais en France et que j'essayerais d'abord en France. C'est vrai que la première année de médecine, c'est quand même une année qui est assez difficile, qui fait un peu peur à beaucoup de gens.
après, je me suis dit, bah ouais, moi, je vais y aller, je vais tenter ma chance, on verra ce que ça donne. Et je peux me garder à Belgique en plan B. Et si jamais, malheureusement, en France, ça se passe pas bien, je pourrais tenter ma chance en Belgique. Et du coup, Belgique, t'as pas d'année de médecine, c'est que la formation kiné. Ouais, c'est ça. En Belgique, tu rentres directement dans l'école de kiné. Et au niveau de la sélection, par contre, c'est un tirage au sort. Donc, tu présentes ton dossier. Donc, c'est pour les étrangers que c'est comme ça. Pour les Belges, c'est un peu différent. Mais pour les étrangers, c'est un tirage au sort. Donc, tu présentes ton dossier, tu as ton bac, etc. Et tirage au sort. Si t'es pris, tu rentres dans l'école. Et du coup, t'as pas de sélection difficile à la première année. Par contre, ça reste des études qui restent un petit peu délicates. Et des fois, t'as la sélection qui se fait plus tard. Donc, t'en as qui rentrent dans l'école, qui font 1 an, qui font 2 ans, qui se retrouvent à redoubler et qui arrivent pas forcément à passer la 2e année ou la 3e année et qui se retrouvent après sans diplôme. Ça peut arriver aussi. Donc, c'est un peu le contre-coup de la non-sélection au départ, quoi. Tu t'es spécialisé donc en kiné du sport et musculo-squelettique avec une formation continue. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine particulier? Bah, du coup, comme on disait, moi, j'ai toujours été sportif et c'est vrai que naturellement, j'aurais envie de me tourner vers ce domaine-là. Donc, on a différents champs de compétences en kinésithérapie. On peut travailler dans plein de domaines différents. Moi, celui qui m'attirait le plus, c'était en lien celui avec le sport. Et c'est là aussi que je me retrouve à pouvoir, je pense, me sentir utile avec un grand nombre de personnes. Et même au quotidien, tous les gens que je croise, tous les gens que je rencontre, tous mes amis, tout le monde qui a un petit bobo quelque part, quelque chose comme ça, et c'est la plupart du temps lié à du musculo-squelettique. Donc il y a ce côté aussi de me rendre vraiment utile et de pouvoir aider en fait le plus de gens qui m'a attiré. Plus après le côté sportif, j'adore prendre en charge les gens sportifs et actifs aussi. Ça c'est vraiment les gens qui veulent bouger, et qui ont mal quelque part et qui du coup qui arrivent pas. Réussir à faire en sorte à travailler avec eux pour qu'ils puissent refaire les activités ou le sport qu'ils aiment, ça c'est bien sûr, ça doit changer des personnes non mobiles entre guillemets, quoi, très sédentaires, qui viennent, et puis voilà, les sportifs qui viennent vraiment. Alors les douleurs sont là, hein, je dis pas même pour les gens qui bougent pas, mais les douleurs ne sont pas là pour les bonnes raisons, je pense. Du coup, tu as beaucoup d'amis qui t'invitent les samedis soirs à manger pour que tu viennes. Oui, ça arrive. À chaque fois que je croise quelqu'un, t'es kiné. Mais bon, j'aime bien ça me pose pas de problème. C'est le bagage qui va avec le métier, on va dire. C'est ça. Tu es également formé en thérapie manuelle à visée ostéopathique. Comment articules-tu ces différentes approches dans ta pratique? Oui, donc cette formation, donc j'ai faite après ma formation de kiné du sport, et j'avais envie de continuer à me former pour être efficace avec mes patients et pouvoir les aider au mieux. Et du coup, en thérapie manuelle ostéopathique, donc c'est un cursus qu'on passe en la formation de base à l'école de kinésithérapie, ou enfin pas à mon époque en tout cas. Et du coup, avec cette formation en plus, ça m'a permis d'agrandir ma boîte à outils pour pouvoir des fois sortir de certaines situations, des cas que je n'arrivais pas à me sortir avant avec certains patients. Et notamment sur des blocages articulaires ou des choses comme ça, des fois qui peuvent gêner un patient, etc. C'est vrai qu'avec ces formations-là, on arrive à être beaucoup plus efficace rapidement et à pouvoir vite aider un petit peu les patients. Donc maintenant, c'est quelque chose que je garde dans ma routine, dans mes bagages. Maintenant, c'est automatique, on va dire. Quand je fais mon bilan avec un patient, on va contrôler aussi au niveau ostéo-articulaire pour voir si éventuellement il y a des blocages qui peuvent participer aux douleurs, aux symptômes qu'il a. Et du coup, je suis content de cette formation. Ça me rajoute des choses que si je les ai pas, t'es obligé. Des fois, si tu rames un petit peu avec un patient, que il va pas forcément mieux, quelque part, tu te dis, punaise, peut-être que ça pourrait être un problème articulaire, un petit blocage. Mais si tu sais pas le faire, t'en es pas vraiment sûr. Et du coup, tu l'envoies chez un confrère. Exactement, comme je faisais avant, soit un confrère qui est formé, un kiné, soit des fois chez des ostéos aussi, ça m'arrivait d'envoyer des fois le patient chez des ostéos et dire, OK, là, il y a un truc que je comprends pas, faudrait faire un check. Et maintenant, par rapport à cette formation, j'arrive à savoir si c'est ça le problème ou pas. Donc, des fois, je me dis, OK, c'est ça, et j'arrive à débloquer, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais j'arrive à manipuler. Des fois, je sais que c'est ça reste un petit peu plus compliqué. Donc là, ça m'arrive encore de renvoyer des fois chez des ostéos ou des confrères qui sont un peu plus expérimentés là-dedans, on va dire. Mais voilà, moi, je sais que ça vient de là et je peux faire avancer les choses. Quelle est vraiment la différence entre un kiné et un ostéo? C'est une grande question. C'est une grande question. Et, donc la formation est différente.
il y a plein on a des parties qui se regroupent dans les formations. Ensuite, c'est un peu la philosophie qui va être un petit peu différente, c'est-à-dire il y a plein de techniques qui se ressemblent, mais qui vont pas forcément être pratiquées avec le même objectif derrière. Donc, à la base, c'est un petit peu cette différence, mais voilà, les manipulations, mobilisations, quoi, on va le faire des deux côtés. Les ostéos, ils travaillent aussi sur le tissu musculaire, avec des techniques de contracter, relâcher, détendre les muscles, etc. Ils le font aussi. La partie, on va dire, à la base, qui peut être un petit peu différente, c'est que nous, en kiné, on est un peu plus orienté après rééducation avec des exercices, du renforcement musculaire, de la mobilité active, ou des choses comme ça qui, à la base, ne font pas partie de l'ostéopathie. Mais là où ça se complique aussi, c'est qu'après, chaque professionnel va faire ses formations continues et va aller vers ce qui est efficace. Et quand tu regardes maintenant aujourd'hui dans la littérature scientifique, on sait un petit peu plus ce qui marche avec les patients. On sait que c'est beaucoup les exercices, le renforcement. Et donc, du coup, certains ostéos vont donner aussi les exercices à des patients parce que c'est ça qu'il leur faut. Donc, ok, certains kinés aussi maintenant spécialisent un peu plus en ostéopathie. Ils font aussi de l'ostéopathie. Donc après, chacun fait un petit peu sa sauce, si tu veux. Tout le monde converge un peu vers la même direction. Donc à la fin, un ostéo un peu expérimenté, un kiné un peu expérimenté, peut-être quand la pratique va se rapprocher au final, alors que les deux titres à la base sont différents, quoi. Parce que moi je trouve que quand on va chez le kiné, tout le monde s'attend à des massages pendant une heure, tu sais. Et puis finalement, elle te dit, vous faites une demi-heure de vélo, vous faites un quart d'heure de presse, t'as que des exercices. Ouais. Là, du coup, comme je te dis, j'ai été pour mon poignet, donc là, c'était plus à base d'ultrasons, à base de massage et d'électrodes aussi, du coup. Donc, là, moi, ça va, j'ai pas trop travaillé pour le coup. Mais c'est vrai qu'ostéo, t'y vas, il te craque le dos, il te craque la hanche, et puis il dit merci, au revoir, entre guillemets, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que j'avais été chez le chiropracteur aussi. Ouais. Donc, qui est encore différent. Lui joue un peu plus sur tout ce qui est nerfs aussi, il me semble. Alors, je connais pas très bien cette profession, mais je sais que dans leur cursus de formation, c'est surtout quand même basé sur les manipulations vraiment articulaires. Donc, le fait de craquer, entre guillemets. Je sais qu'ils travaillent beaucoup là-dessus. Je connais pas trop leur autre technique. Je sais que moi, elle m'avait dit, elle travaille beaucoup sur tout ce qui est nerfs. Tu sais, notamment, j'avais des grosses sciatiques souvent en répétition. Okay. J'ai été là-bas et écoute, voilà. Kiné n'avait pas réussi, l'ostéo non plus. Et fois, j'ai essayé le chiropracteur et c'était très bien d'ailleurs. Une chiropractrice qui est partie sur Nancy et très professionnelle d'ailleurs. Okay. Tu travailles actuellement avec diverses équipes de sport semi-pro au luxe. Est-ce que tu peux nous les citer et puis quel rôle exact as-tu auprès de ces équipes? Ouais. Donc là, avec le cabinet avec lequel je travaille, donc on est plusieurs kinés du sport et on travaille en partenariat donc avec différentes équipes au Luxembourg, notamment avec l'équipe de Bercham en handball et l'équipe masculine et avec l'équipe de Comterne en basket. Donc le but de ces travails avec ces équipes, c'est d'avoir un suivi des joueurs lorsqu'ils sont douloureux ou blessés. Donc on a des créneaux un peu attitrés au cabinet pour les recevoir assez rapidement quand ils ont besoin. Et on se déplace également donc sur les matchs pour être présent lors des matchs, avant, pendant et après le match quand il y a besoin, pour avoir un suivi de l'équipe, être près des joueurs. Et le but du jeu, c'est qu'ils soient qu'il est le plus performant possible, donc sans douleur et sans blessure idéalement, mais quand il y a des blessures, les rééduquer le plus rapidement possible pour qu'ils reviennent à 100%. Tu as des petites préparations avant match à faire sur les joueurs? Ouais, donc avant les joueurs, donc avant les matchs, on s'occupe effectivement, donc ça peut être soit par des manipulations, des mobilisations, ça peut être des straps ou du tape à mettre en place. Des massages différents types de massages aussi, en fonction du joueur, en fonction de qui il a besoin. Donc ça c'est la préparation pré-match. Après on est là pendant le match au cas où il y a un problème, faire un petit diagnostic sur une blessure ou donner un conseil s'il y a une douleur qui arrive, est-ce qu'il peut continuer à jouer, est-ce qu'il peut pas continuer, est-ce que c'est dangereux, etc. On est là aussi pour ça. Et en intervention si jamais il y a une grosse blessure. Et après les matchs, c'est plus faire le point avec tout le monde, voir comment ça s'est passé, s'il y a des douleurs particulières, des choses à diagnostiquer, ou simplement des massages de récupération aussi pour qu'ils soient en forme assez rapidement pour retourner les entraîner.
Donc t'as toujours les petites places VIP au bord du terrain. Là, lors des du coup, matchs, t'es au premier âge. Tu parles de tape et de straps, c'est quoi? C'est les bandes de kinésiothérapie, c'est ça? Ouais, donc historiquement, ce qu'on utilise plus, c'est dans ce qu'on appelle le tape, le co-tape. C'est des bandes non élastiques, qui sont rigides, qu'on peut utiliser pour essayer de stabiliser une articulation ou de diminuer les pressions qui sont exercées sur un tendon, par exemple, sur certains mouvements sportifs. Et ensuite, un peu plus récemment, mais même une petite dizaine d'années quand même maintenant, il y a aussi les bandes de kinésiotape, les bandes un peu qu'on voit de toutes les couleurs, là, bleu, C'est ça rose, qu'on voit etc., sur les terrains, sur les joueurs. qui ont un autre but, qui sont pas forcément là pour stabiliser une articulation, mais qui sont plus là pour essayer donc de diminuer certaines douleurs ou certaines tensions en jouant notamment sur le système facial et musculaire. Donc niveau scientifique, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Les hypothèses, c'est que suivant comment tu vas placer ta bande, tu vas avoir une action sur ce qu'on appelle les fascias, c'est des espèces d'enveloppes qui entourent un petit peu tous les muscles, et tu peux chercher un peu à activer ou désactiver certains muscles et donc jouer là-dessus pour favoriser un mouvement. Après voilà, scientifiquement, on sait que dans certains cas, on sait que ça marche, c'est-à-dire que le patient se sent mieux avec, mais on ne sait pas trop pourquoi. Le fait vraiment d'activer et désactiver un muscle, scientifiquement, il n'y a aucune preuve là-dessus. Mais voilà, on voit qu'en tout cas sur le terrain, on arrive à faire des choses, que certains joueurs qui se sentent mieux avec, donc on y va, quoi. C'est des fois même le petit pourcent, les 2% qui peuvent aider à ce niveau-là. C'est un sportif, ça peut faire une différence. S'il n'y a pas de remontée scientifique, est-ce que c'est pas un peu l'effet placebo qui pourrait aussi peut-être jouer? Ça rentre aussi dans le compte, comme dans n'importe quel traitement, il y a toujours un effet placebo. Donc il y en a un avec ces bandes-là aussi. Après, à quel dosage l'effet placebo, à quel dosage un effet vraiment thérapeutique, c'est des grandes questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. Ouais. Quels sont les enjeux spécifiques lorsqu'on travaille avec un collectif sportif par rapport à un suivi en cabinet? Okay. Donc, quand on travaille de ce côté-là avec une équipe sportive et plus un collectif comme ça, le but du jeu est beaucoup plus axé sur la prévention quand même que sur le traitement des blessures. C'est-à-dire qu'au cabinet, moi j'ai que des gens qui viennent me voir qui ont un problème. S'ils n'ont pas de problème, ils viennent pas me voir. Ils viennent un peu trop tard peut-être du coup. Voilà, ils viennent pour se soigner après une blessure. Quand on a des joueurs comme ça dans une équipe, le but du jeu, c'est qu'ils soient performants donc toute la saison. Et pour ça, si on attend qu'ils soient blessés pour les traiter, c'est pas très efficace. Donc, on axe quand même aussi beaucoup sur la prévention. Donc, oui, prévention aussi, c'est-à-dire que aussi on va les prendre aussi beaucoup plus tôt en charge. Si jamais il y a un petit bobo, une petite douleur, quelque chose qui peut paraître presque anodin, de pas grand-chose, on va essayer nous de tout de suite prendre les choses en charge à ce stade-là, avant que ça devienne une vraie douleur ou une vraie blessure par la suite. Donc du coup, c'est beaucoup plus, on va dire, précis, beaucoup plus spécifique, où voilà, on va aller chercher un petit peu la petite bête des fois sur des choses que pour monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, dans le quotidien, ça gêne absolument pas. Mais voilà, chez ce genre de sportifs, on va essayer d'aller chercher ces petites choses-là et de les prendre en charge et les traiter avant qu'il y ait un vrai problème. Parce que tu as beaucoup de douleurs, du coup, en fin de match. On dit toujours, généralement, quand tu es à chaud, les douleurs, ça apparaissent pas trop. Ouais, en fin de match, ça va à peu près. Il faut attendre qu'ils se refroidissent, effectivement, pour voir un petit peu les choses. Mais c'est surtout à l'échauffement qu'on va voir, c'est intéressant. De voir les sportifs s'échauffer. Au début, il y a toujours un qui va avoir un petit peu mal au genou, qui va avoir un petit peu mal à la hanche, ou un peu l'épaule, un peu toutes les articulations. Et après, ils vont dire, ouais, c'est bon, une fois que je suis un peu échauffé, je suis chaud, c'est bon, ils peuvent jouer à 100%, il n'y a pas de problème. Mais ces petits problèmes de verrouillage, de dérouillage articulaire là à l'échauffement, ça peut nous donner des indices pour nous dire que tiens, tel joueur sur telle articulation, il y a un truc qui se passe pas de manière optimale. Il y a peut-être des choses à aller chercher ou à faire attention en tout cas pour pas que ça empire. Est-ce que tu observes des différences notables entre les soins apportés dans un contexte amateur, semi-pro et professionnel? Il y a des différences, et surtout par rapport au temps ou aux moyens que les sportifs peuvent accorder à leur rééducation ou prise en charge. Chez des semi-pros ou des amateurs, voilà, ils ont leur vie de famille, ils ont le boulot, ils ont leur sport. Et quand tu rajoutes un peu de la kiné, de la préparation derrière, ça peut prendre du temps. Et tu sais qu'avec ces gens-là, tu peux pas leur proposer des programmes de rééducation hyper cousseux en temps.
Donc, faut essayer d'aller à l'essentiel, on va dire, et pour être le plus efficace, mais avec une certaine économie de temps, on va dire. Sur un sportif qui est professionnel, qui a plus de temps dans la journée pour se prendre en charge et les moyens et peut-être l'envie aussi, le besoin, là, tu peux lui donner plus de billes entre guillemets, et puis aller chercher un peu vraiment d'autres aspects qui peuvent jouer sur sa douleur. Pas forcément les aspects principaux, mais jouer aussi sur tout le secondaire autour qui va participer à faire en sorte qu'il aille mieux un petit peu plus vite, quoi. C'est vraiment cette différence-là. Ouais. Oui, un amateur, c'est sûr que lui se dit si je peux pas jouer mon match dimanche, voilà, c'est pas très grave entre guillemets. Aussi ça, alors ouais. qu'un pro, son corps, c'est son outil de travail. Tout à fait, ouais. Donc il y a aussi ce côté difficile effectivement avec les professionnels c'est-à-dire qu'ils ont besoin aussi d'être plus rapidement là, et que des fois tu dois faire des conciliations entre un amateur, tu lui dirais tiens, oui, non, là tu joues pas. Mais un pro, suivant le match, si c'est un match important de fin de saison pour un titre ou éviter une relégation, pour une coupe, ou sur les matchs importants, des fois, ça peut arriver de dire ok, là t'es clairement pas à 100%. Il y a un risque si tu vas sur le terrain, mais des fois le risque qu'il a à prendre sur un contexte du match, ça peut arriver. Oui, des fois ils le prennent quand même en se disant c'est le match de ma vie entre guillemets. Exactement, voilà, si la blessure arrive derrière, tu seras là pour me réparer. Tu exerces aussi donc en libéral près de Mondorf, tu as dit. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes que tu rencontres dans ta patientèle? Donc en cabinet, ce qu'on a le plus, c'est quand même les douleurs de dos, donc l'ensemble du dos, que ce soit lombaire, cervical, thoracique, mais sur quand même une grosse part de douleurs lombaires, c'est ce qu'on voit le plus au quotidien. Je dirais en numéro 2, les douleurs au niveau des épaules, ça arrive beaucoup, que ce soit chez une population sédentaire ou sportif. Et en 3, je dirais les genoux, mais ça c'est un petit peu biaisé. Au cabinet, on a pas mal de sportifs et beaucoup de sport co. On a beaucoup de douleurs aux genoux aussi. Donc ça, c'est vraiment les pathologies, on va dire, que je rencontre le plus. Après, c'est vraiment diversifié dans la journée. C'est ça que j'aime aussi, qui est intéressant. On peut voir vraiment un petit peu de tout, des coudes, des poignets, des doigts, des chevilles, tout quoi. Donc, mais voilà, ça reste beaucoup quand même de dos, d'épaules. Donc le sport n'est pas que bénéfique du coup. Détruit un petit peu aussi quand même. Moi, j'aime bien dire, c'est comme tout. C'est une question d'équilibre. Mais c'est vrai que nous, en cabinet, on a beaucoup les deux opposés du spectre. On a les gens qui font trop de sport ou les gens qui font pas du tout de sport. Et du coup, les deux catégories de personnes-là sont exposées à des problèmes qui sont différents, mais à des problématiques de douleur. Il y a toujours cet équilibre qui a trouvé effectivement entre pas trop et pas du tout. Le juste milieu. Exactement. Est-ce que ta pratique en cabinet se nourrit de ton expérience avec l'équipe semi-pro et inversement? Ouais, du coup, il y a des petites passerelles qui peuvent se faire exactement, et le fait d'être assez précis et un petit peu alerte sur la prévention au niveau des sportifs pros, ça permet d'être vraiment de développer des compétences, on va dire, vraiment très spécifiques et très précises sur la prise en charge de certains problèmes. Qu'on va pouvoir utiliser chez monsieur et madame tout le monde, on va dire, plutôt sur les fins de prise en charge, quand il y a nécessité. Si je donne un exemple pour que ce soit un peu plus parlant, si j'ai, on va prendre une entorse de cheville classique chez les sportifs, chez les non-sportifs aussi, à la fin de la rééducation d'une personne, par exemple sédentaire, qui veut juste marcher, monter les escaliers et monter dans sa voiture, on va pas avoir besoin de s'énerver sur des exercices très très compliqués. Alors que chez un sportif, il a besoin d'une importance, d'une fonctionnalité parfaite au niveau de sa cheville pour éviter la récidive. Mais les petits tips et les petites techniques précises qu'on va développer chez ces sportifs, on peut les utiliser chez ces personnes sédentaires à une échelle différente, mais pour leur permettre justement d'éviter quand même la récidive, mais en étant vraiment précis sur les structures dont on a besoin. Ça permet de faire le moins d'exercices possible, on va dire, à cette personne sédentaire, tout en étant efficace. Je sais pas si j'étais très clair. Ouais, si, je comprends totalement. Oui, c'est sûr que le sportif, lui, il aura besoin de plus de mobilité, de plus, il y aura de l'impact après qui va revenir. La vitesse. Que chez la personne sédentaire,
voilà, comme tu dis, monter dans la voiture, monter quelques escaliers, t'as pas trop d'impact, t'as pas trop de contraintes Ouais, sur l'articulation, quoi. c'est sûr que c'est moins dangereux. Ouais. C'est moins dangereux. Comment organises-tu ton emploi du temps entre les consultations et puis les déplacements avec l'équipe? Est-ce que c'est uniquement les week-ends, l'équipe? Tu peux aussi se déplacer la semaine? En général, c'est les week-ends. Souvent, les matchs, c'est souvent le samedi soir ou dimanche après-midi ou dimanche soir. Ça arrive de temps en temps avec les périodes de coupe, etc., qu'il y ait des matchs en semaine, un mardi soir, un mercredi soir. Après, voilà, nous, en tant qu'indépendants, on organise nos emplois du temps un peu à la carte, on va dire. Donc ça aide. Et donc on est plusieurs dans mon cabinet à tourner un petit peu sur les équipes. Donc aussi c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'assister à tous les matchs. J'ai pas fait tous les matchs de la saison avec toutes les équipes. Donc voilà, on alterne un petit peu. On se met un planning tout simplement. On dit voilà, là ce mois-ci il y a des matchs là, qui va où, quand. Et du coup on arrive à faire un roulement un petit peu comme ça. Et donc, il s'additionne avec le travail au cabinet, qui est plus... mes horaires au cabinet, ils changent pas beaucoup. J'ai toujours plus ou moins les mêmes horaires. Et c'est juste après, en fonction des matchs, ça va se rajouter ou se déplacer un peu là. Parce que vous déplacez toujours à plusieurs ou un seul kiné? Non, en général, un seul kiné se déplace avec l'équipe. Donc, le gros avantage aussi qu'on a avec les équipes au Luxembourg, c'est que les déplacements ne sont jamais très loin. Donc, ça reste des petits déplacements. La plupart du temps, c'est le sud du Luxembourg, mais ça peut arriver d'aller à Wiltz, ou Ettelbruck, bon, ça reste quelques matchs dans l'année. Une heure de route. Et voilà, ça reste 1 heure de route, donc on fait le déplacement, on fait aller-retour à la journée sans problème. On n'a jamais de grosses périodes où on part pas tout le week-end, quoi. Depuis tes débuts, quelle évolution as-tu constaté dans le métier de kiné et notamment dans le sport? Moi, donc, ça fait 10 ans que je travaille et là, ces dernières années, donc il y a toujours des différents courants, différentes modes au niveau de la kiné qui ont évolué. C'est un métier qui est relativement récent, on va dire, et qui évolue encore beaucoup. Et là, la grosse différence qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'est au niveau de l'importance du travail actif. Et on se rend compte, j'avais déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais avec les publications scientifiques, plus ça avance et plus on se rend compte que tout le travail manuel qu'on peut faire avec les gens, tout le travail avec les machines ou je ne sais quoi qu'on peut avoir en rééducation, au final, c'est pas aussi efficace que des exercices de renforcement. Et donc, du coup, il y a beaucoup cet aspect qui s'est développé avec la prise en charge avec beaucoup d'exercices, de mobilité et de renforcement. Et d'autant plus, du coup, chez le sportif aussi, où c'est vrai dans l'imaginaire commun, quand tu imagines séance de kiné sportif, on voit un sportif allongé, avec le kiné en train de faire des trucs, avec des machines, ou des massages, ou des choses comme ça. Mais en fait, ça, c'est 10% de ce qu'on fait avec les sportifs, parce que le reste du temps, enfin, c'est vraiment des exercices de la mobilité, du renforcement, de la proprio, c'est ça qui est le plus efficace. Il y a vraiment cette bascule qui a été un peu faite ces dernières années. Ouais. Oui, on va pas chez le kiné pour un petit moment de détente, quoi. On y va vraiment pour bosser. Ouais, ça peut arriver dans un cadre particulier. Moi, j'ai des sportifs qui viennent, qui s'entraînent de manière sérieuse toute la semaine, qui vont aussi avoir un programme qu'on peut mettre en place avec eux sur des exercices particuliers de rééducation. On a des gens qui viennent, qui connaissent très bien le monde du renforcement musculaire, qui savent très bien faire certains exercices, etc. Donc du coup, voilà, au lieu de les faire venir et de faire les exercices avec eux ou de leur montrer, les exercices, ils savent les faire. On leur fait un programme, on dit tu fais ça tant de fois, tu fais ça tant de fois, ça tant de fois, ça un jour, ça un jour, ça un autre jour. Et nous, on peut les voir à ce moment-là au cabinet, refaire le point avec eux, faire le petit côté de travail manuel, etc., qui va rajouter un petit pourcentage de récupération et de réhabilitation. Donc ça arrive dans certains cas, mais la plupart du temps, les gens, ils ont quand même besoin d'être accompagnés sur les exercices pour savoir quoi faire, comment faire, combien, quelle charge je mets, etc. Donc la plupart du temps, c'est ça qu'on va faire avec eux, c'est le plus efficace. Donc c'est là qu'on passe le plus de temps. Parce que t'as vu qu'il y a un petit peu une polémique là en ce moment sur le métier de kiné en France. Il y a eu notamment une grosse manifestation le 1er juillet. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, toi, du coup, on était au Luxembourg, t'es pas spécialement concerné, mais en pensant aux confrères, les consoeurs, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, comment l'État voit un peu ton métier, du coup? Ouais, je suis quand même je me sens quand même concerné par ce qui se passe en France parce que j'ai fait ma formation en France, j'habite encore en France, j'ai beaucoup de copains aussi qui travaillent et puis moi j'ai travaillé pendant 8 ans en France aussi et c'est vrai que la situation elle est pas du tout optimale et c'est pour ça que je suis parti, hein. Je suis un meilleur exemple pour ça.
Effectivement, en France, c'est compliqué. C'est compliqué de bien faire son travail. La grosse partie du problème, ça reste la rémunération de la séance. Aujourd'hui, une séance de kiné, c'est 16,44 € pour la séance classique, on va dire. C'est clairement pas assez. À ce prix-là, on peut pas se permettre de prendre le temps qu'on devrait prendre avec les gens. Et du coup, on se retrouve à même ceux qui veulent bien faire, quand on n'a pas le temps, on peut pas bien faire. C'est juste pas possible. Et tant qu'on n'arrivera pas à sortir de là, c'est compliqué pour réussir à bien faire son travail. Ouais. Oui, parce que là, moi, je vois quand je vais chez le kiné, t'as une dizaine de patients minimum qui sont là. Hein. Alors, moi, elle prend le temps un peu pour chacun, mais c'est sûr, t'en as un qui fait du vélo, t'en as un qui fait de la presse, t'en as un qui se passe les ultrasons lui-même. Après, bon, c'est sûr que t'as pas besoin d'être là, toi, pour passer les ultrasons. Hein. Le patient peut se le faire lui-même. Mais c'est vrai que si maintenant, t'avais une rémunération bien plus grosse, t'aurais peut-être le temps de plus discuter avec la personne, de plus faire des massages, de faire plus de prévention, même de lui expliquer les choses. Ouais. C'est sûr que là, même pas 16,50 € la séance, quand tu regardes, t'as ton cabinet, t'as tes charges, t'as tout ça à payer, tes produits, tu peux pas te permettre, tu peux pas le permettre. Non, mais après, là où, c'est pas une solution, mais là où les kinés s'en sortent aujourd'hui, ce que moi je faisais quand je travaillais en France, c'est que je travaillais 55 heures par semaine. Donc, à ce rythme-là, oui, t'arrives même à bien gagner ta vie, entre guillemets, par rapport au nombre d'heures que tu fais et les contraintes que t'as derrière. C'est ridicule. Oui, comme tu dis, c'est pas spécialement la solution, quoi. Ouais. Et, sur le long terme, ça tient pas, et ça, moi, je m'aperçois encore plus de la différence maintenant que j'ai fait le switch et que je travaille au Luxembourg. Donc, au Luxembourg, par comparaison, la séance, c'est aux alentours de 50 €. Donc, du coup, t'as plus le temps avec le patient. Donc, moi, actuellement, comme je travaille, je prends un patient toutes les demi-heures, je reste 30 minutes avec le patient. S'il fait des exercices, même, je le regarde, je le corrige, je donne des conseils, on en profite pour discuter d'éducation sur les temps de repos, etc. Et c'est beaucoup plus qualitatif. Et voilà, au bout d'une demi-heure, le patient, il part, j'en ai un autre qui arrive. Et au niveau de mon travail, franchement, ça change beaucoup de choses. Même pour moi, je suis moins fatigué, je suis plus apaisé, je suis beaucoup plus concentré, présent avec le patient, et c'est plus efficace. Et la différence, c'est que, en fait, au final, tu fais moins de séances avec les patients. C'est-à-dire que là où tu aurais besoin pour un mal de dos de faire 15-20 séances avec quelqu'un en France, quand tu as le temps de prendre le temps de bien faire les choses, entre guillemets, au Luxembourg, les gens, je les vois... de toute façon, en moyenne, c'est 8 séances au maximum au Luxembourg, qui est limité par la sécurité sociale, par ordonnance, et souvent, ça suffit largement. Parce que tu fais 5, 6, 7 séances de qualité où tu expliques aux gens, tu leur montres aussi des choses qu'ils peuvent faire à la maison, tu attends de leur faire des programmes, tu attends de discuter avec eux s'ils ont des obstacles, des choses qui leur empêchent d'aller mieux ou de faire des choses à la maison. Et d'être plus efficace, il n'y a pas de secret. Les 50 € pris en totalité par la CNS ou pas ? C'est comme en France, c'est 70-30. Il y a 70% qui sont pris en charge par la sécurité sociale, 30% qui restent à charge des patients, mais qui peuvent être pris en charge par une mutuelle la plupart du temps. Ouais. Le Luxembourg est un pays en développement sportif, avec une population jeune et très sportive également. Selon toi, quelle place y occupe la kiné du sport aujourd'hui ? Est-elle bien reconnue ? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où c'est des choses qui m'ont un peu surprise quand je suis un peu arrivé, renseigné au niveau du Luxembourg, notamment par rapport aux équipes sportives, c'est que toutes les équipes sportives qui veulent avoir un kiné. C'est un truc qu'on voit pas forcément en France. Donc là, il y a beaucoup d'équipes dans plein de sports différents, et ils ont tous leur kiné au Luxembourg. Et ça, je trouve ça un petit peu bien. Le petit bémol, je trouve, c'est que ils l'utilisent pas à bon escient. C'est-à-dire que la plupart du temps, les équipes, elles veulent avoir un kiné sur les matchs. Dans certaines, notamment au foot, je crois que c'est obligatoire à partir d'un certain niveau d'avoir un kiné ou un soigneur qui est présent sur la feuille de match. Mais en fait, du coup, le jour de match, tu fais rien, quoi, entre guillemets. Tu es juste là pour pouvoir signer le papier, quoi. Oui, tu fais un peu de bobologie au début du match, mais clairement, si tu vois pas les joueurs toute la semaine, t'arrives le dimanche, il y en a un qui dit, tiens, là, j'ai mal au genou,
T'es à 1 heure du match, t'as 11 joueurs à t'occuper. Tu dis, qu'est-ce tu peux pas faire des miracles, tu quoi. fais pas exactement, tu fais pas des miracles, tu fais un peu de bobologie, tu vas mettre un tape, un machin, un truc. Mais, enfin, c'est du cache-misère, quoi, on va dire. Et donc du coup, je trouve cet aspect-là un petit peu marrant où les kinés sont là, ils sont sur les matchs, les équipes elles veulent avoir le kiné qui vient sur le match, mais ça serait même plus intéressant de le faire venir à la limite 1 fois dans la semaine plutôt à l'entraînement et qui essaie de mettre des choses en place avec les joueurs. Ce serait plus utile sur le long terme. Mais en tout cas, ouais, il y a cet aspect que ils veulent avoir un kiné, c'est déjà ça. Continue à te former régulièrement. Mhm. Qu'est-ce qui te pousse à rester dans cette dynamique d'apprentissage? J'aime bien apprendre des choses et puis c'est un métier super. Enfin, moi je suis un peu passionné par ça, donc j'adore me renseigner et on peut toujours apprendre de nouvelles choses. L'objectif, ça reste d'être le plus efficace entre guillemets, si on peut dire, le plus pertinent par rapport aux patients pour faire des prises en charge de qualité. Et c'est vraiment ça qui m'anime et qui m'intéresse. Et moi, je me mets souvent à la place de mes patients et je me dis, voilà, par exemple, tiens, j'ai un tel patient, il a mal au genou, il fait tel sport. Si c'était moi à sa place, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour que ça aille mieux? Essayer de les prendre en charge un petit peu les gens de cette manière-là et du coup de rester à jour sur tout ce qui se fait un petit peu de nouveau au niveau de la rééducation, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un métier qui évolue quand même assez rapidement encore. Et actuellement, je travaille pas du tout comme je travaillais il y a 10 ans. Et j'espère que je travaille pas du tout aujourd'hui comme je travaillerai dans 10 ans. Peut-être que je vais apprendre de nouvelles choses et voilà, on peut toujours se remettre en question, se dire ok, ça en fait ça marche pas tant, ça marche. Voilà, c'est le côté intéressant parce qu'il y a ce côté un peu frustrant des fois, mais qui est enrichissant et intéressant, c'est que il y a rien qui est au niveau de la kinésithérapie, c'est pas un métier où les connaissances elles sont fixées, on va dire, et où on peut te dire ok, t'as tes problèmes, tu fais ça et ça va aller. C'est beaucoup plus complexe et il y a plein de choses, on ne sait pas vraiment encore comment ça marche. Donc du coup, des fois, il y a des choses faut essayer, faut mettre en place, faut arrêter certaines choses qui ne marchent pas. Et donc du coup, voilà, des fois, tu veux être efficace pour quelqu'un, t'aimerais bien te dire, ok, lui il a mal là, je vais faire ça va aller mieux. Mais en vrai, ça marche pas comme ça, tu sais jamais vraiment trop, donc t'es toujours en train de chercher, c'est un peu comme une enquête, t'es là, tu cherches, t'essayes des choses, à la fin, quand le patient va mieux, t'es content. S'il va pas mieux, t'es moins content, ça arrive. Et du coup, voilà, j'essaie toujours d'apprendre parce que voilà, j'ai pas 100% de réussite avec mes patients, j'en ai que j'arrive pas à aider comme j'aimerais. Donc, tant que j'arrive pas à aider tout le monde à 100%, je continuerai à me former. Parce que tu vois quand même les recherches avancent bien quand même sur tout ce qui est point de vue kiné. Hein. Ouais, alors il y a des nouvelles connaissances qui arrivent et qui sont intéressantes, et il y a même des connaissances qui sont là depuis longtemps, des méthodes, des manières de traiter qui existent depuis longtemps, mais il faut simplement se former aussi. À l'école, quand j'ai fait mes études, on voit pas tout. On voit la base entre guillemets, mais après il y a plein d'autres méthodes à explorer qui peuvent exister des fois depuis longtemps, mais il faut. Oui, c'est à toi d'aller les chercher, d'être curieux, quoi. Ouais. Et maintenant, avec toutes les connaissances auxquelles on a accès, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout, on a presque plus ce problème d'avoir énormément de connaissances, énormément d'informations, et après, tu peux pas tout avoir. Faut essayer d'aller les chercher petit à petit, et essayer d'aller chercher les informations qui sont pertinentes. Mais c'est infini. Au niveau des machines, tu vois aussi l'évolution par rapport à il y a 10 ans? Parce que tu as des nouvelles machines aujourd'hui qui peuvent t'aider. Ouais. Au niveau... Alors, il y a toujours ce problème au niveau des machines, au niveau du problème du marketing. La plupart des appareils, des machines qui sont vendus pour la rééducation en kiné, c'est des appareils qui vont être super chers. Il y a toujours un gros biais avec les entreprises qui veulent vendre ces appareils-là. Et quand tu regardes aujourd'hui au niveau de la littérature scientifique, il y a pas un appareil qui est vraiment où son efficacité a été vraiment démontrée et prouvée sur des pathologies. Des fois, c'est des petites tendances. On te dit oui, peut-être que dans tel cas, c'est un petit peu mieux. Mais il y a pas de preuve comme on en a par exemple avec le renforcement musculaire, les exercices, etc. Et donc
dans ma philosophie à moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas, parce que je pense que c'est chronophage par rapport à ce que tu peux. C'est pas intéressant si tu veux. C'est-à-dire que j'ai un patient qui vient me voir qui a mal à X endroit. Je sais qu'avec lui, si je vais faire du renforcement musculaire, par exemple, tout simplement, adapté, mais voilà, il y a rien de plus efficace que ça. C'est le meilleur rapport qualité-prix entre guillemets que tu peux utiliser, et tu peux avoir une machine à 50 000 € derrière, mais ça marchera pas mieux, voire pas du tout. Et je trouve que c'est une perte de temps en fait. Ouais, ça va peut-être soigner sur le moment, mais ça reviendra par la suite. Ouais, après voilà, tu peux avoir l'effet placebo qui rentre en compte comme on a dit. Peut-être que ça va diminuer un petit peu les douleurs, mais en aucun cas ça causera ça traitera le problème, la cause du problème, on va dire. Et à l'inverse, on va dire des exercices ou du renforcement, on va dire que si tu fais quelque chose qui est pas adapté ou qui est pas adapté au patient à ce moment-là, peut-être que tu vas pas l'aider. Mais dans tous les cas, le fait de bouger, ça l'aidera autre part. Donc oui, de toute façon, c'est sûr. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est muscu, c'est que bénéfique au fait. Ouais. Beaucoup le voient comme les kékés des plages qui se préparent à un summer body pour l'été. Mais au quotidien, c'est vrai que mais en fait, plus t'es musclé et plus t'es capable, tout simplement. Il y a rien de mieux, surtout par rapport au problème de sédentarité qu'on a un peu dans la population. Actuellement, il y a rien de mieux. Donc toutes un peu les nouvelles machines qui sortent, etc. Moi, je trouve que ça peut être intéressant dans le cadre de gens qui font déjà tout bien à la base. On va prendre un sportif de haut niveau plutôt, qui va bien faire ses entraînements, qui va bien gérer sa récupération. Quand ça, à la base, elle est bien réglée, donc entraînement, prévention, réhabilitation, récupération, qui veut rajouter des trucs parce qu'il a du temps et que voilà, là, pourquoi pas utiliser certains types d'appareils, certaines machines qui peuvent peut-être aider. Et au mieux, ça l'aide. Au pire, il perd un peu de temps, mais il en a, donc c'est pas un souci. Dans ce cadre-là, je trouverais pas ça déconnant. Pourquoi pas, quand on veut vraiment repousser les limites et être le plus performant possible dans un sport, j'y vois pas d'inconvénient. Pour monsieur et madame tout le monde, il y a autre chose à faire. Ouais, c'est un peu comme un complément alimentaire, entre guillemets, quoi. Ouais. Si t'es déjà au top du top sur tous les points, ça pourra peut-être t'aider à aller chercher 1 ou 2% de performance supplémentaire. Ouais, exactement. Ouais, franchement, si j'ai quelqu'un qui vient entre faire une demi-heure de n'importe quelle machine là ou une demi-heure de vélo, je dis va faire une demi-heure de vélo, ce sera plus utile. Est-ce que toi, t'as déjà eu des petites blessures, sachant que logiquement tu sais ce qu'il faut faire et ne pas faire? Ouais, comme tout sportif, oui, j'ai déjà eu des petites blessures, mais j'ai pas été trop impacté par ça. Ça va, je m'en sors quand même bien. J'ai eu des entorses de cheville sur des grosses chutes en escalade. J'ai eu des blessures notamment au niveau des doigts par rapport à l'escalade. Ensuite des petites lésions musculaires aux ischios, luxation du doigt, petites choses traumatiques comme ça, mais rien de très grave. Et moi, du coup, ce que j'aime bien aussi avec mon métier, effectivement, les connaissances que j'ai, c'est que je suis un sportif comme tout le monde. Je vais faire un truc, je commence à avoir mal quelque part. On est tous pareils, on se dit ouais, c'est pas grave, je vais y aller, je vais continuer mon sport. Mais moi ce que j'aime bien, c'est je commence à avoir un petit truc qui traîne. Tout de suite, je me dis ok, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai changé à mon entraînement, qu'est-ce qui va pas en ce moment, et je peux toujours changer les choses qui vont pas, on va dire, pour que cette petite douleur qui commence à venir, elle parte tout de suite et que je puisse continuer les entraînements, m'entraîner normalement. Et ça, c'est vraiment, ça m'a sauvé plein de fois. Ouais. Oui, t'es à l'écoute de ton corps, donc tu sais quoi faire directement. Ouais. Bon, après après personne n'est parfait. J'ai déjà sauté des fois des échauffements, ça m'a coûté cher, ça. Mais des fois on sait ce qu'il faut faire et on le fait pas non plus. Ça peut arriver. Ça après. Mais bon. Comment arrives-tu à équilibrer ta vie pro et perso avec un emploi du temps aussi varié? Ça c'est la grande question aussi. Je crois que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé quand j'étais en France. Donc, je travaillais beaucoup. Du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Alors que j'adore faire du sport aussi. Donc, j'aimerais. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve que je fais jamais assez. Je pourrais en faire tout le temps et je trouverais quand même que c'est pas assez. Mais donc voilà. Et maintenant que je travaille moins parce que je suis au Luxembourg, je peux me permettre de faire moins d'heures. Donc ça, c'est chouette. Mais du coup, maintenant, j'ai une vie de famille, j'ai 2 enfants à m'occuper aussi. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle,
depuis que je suis au Luxembourg, je peux pas me plaindre. Mieux, franchement, je peux pas me plaindre, ça va. La petite chose qui en pâtit, on va dire, c'est mes séances de sport qui sont moins nombreuses que ce que j'aimerais. Mais on essaye de se débrouiller pour les rentrer dans le quotidien et trouver les bons créneaux et que tout le monde soit content. Ouais. Parce que tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors moi actuellement dans mon emploi du temps, je me réserve une séance le vendredi soir où je vais faire de l'escalade. Ça c'est non négociable, on va dire. Ça peut arriver que ça saute, mais c'est vraiment très rare. Généralement, j'arrive le vendredi soir à aller grimper. Donc ça c'est ma séance fixe de la semaine. Et ensuite c'est de l'adaptation. Donc c'est très très rare que j'arrive à grimper une deuxième fois dans la semaine, mais je fais plus après de la prépa physique, un petit peu de musculation orientée escalade quand même, ou d'exercices de mobilité ou de souplesse. Et ça, je vais l'intégrer dans le quotidien en fonction de comment ça se passe dans la semaine. Souvent, ça va être le soir quand les enfants sont couchés, où j'arrive à faire des petites choses à la maison. Ou ça peut être au cabinet entre deux patients, où on a tout le matériel qu'il faut aussi. Des fois, je me casse des petites séances, une demi-heure entre deux patients, ça peut m'arriver. Et pour l'instant, je survis un petit peu comme ça. Après, voilà, j'ai pour objectif d'essayer de cadrer un petit peu mieux ça dans l'avenir et de trouver vraiment un rythme qui me permettrait de faire plus et plus régulièrement. Ouais. Tu grimpes où dans le coin? Moi, je suis inscrit au club à Thionville. Okay. Donc, je grimpe beaucoup au gymnase à Thionville. Et après, ça m'arrive d'aller dans des salles privées un petit peu dans le coin, sur Metz ou au Luxembourg aussi. Et après, quand il fait beau également en falaise, quand le temps se présente et que j'ai le créneau qui se libère, j'aime bien aller en extérieur. Ouais. Moi, j'ai vu au Mullertal au Luxembourg. Ouais, à beaucoup de grimpes là-bas. À Berdorf, il y a une super falaise. Et également à Audingtisch, il y a une ancienne carrière qui est habilitée en site d'escalade maintenant. Okay. Et qui est assez sympa, c'est près de chez moi. Et ça permet, c'est pas les Alpes, hein, mais ça permet déjà de toucher du caillou. S'entraîner, c'est déjà pas mal. Exactement. Ouais. Tu m'avais dit lors d'une discussion que tu essayes d'être le plus performant possible pour t'occuper de tes patients. Qu'est-ce que tu entends par là? Donc ça rejoint ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que la performance dans la prise en charge des patients, pour moi, c'est pouvoir faire un diagnostic rapide. Quelqu'un vient, on discute, on fait les tests et je suis capable de dire, OK, le problème, ça vient de là. Et donc, plus le diagnostic est rapide et plus tu peux mettre en place des choses intéressantes tout de suite. Donc, diagnostic rapide et ensuite, traitement avec les meilleures connaissances actuelles qu'on a au niveau de la science et au niveau de mon expérience. Et en essayant d'être de coller aussi aux attentes, aux exigences du patient et au temps qu'il a pour sa rééducation. C'est-à-dire que moi j'aime bien, donc je donne toujours des devoirs à faire à un patient, souvent un exercice ou deux. J'en donne pas 5, j'en donne pas 10 parce que je sais que moi-même je les ferai pas. Donc j'essaie vraiment de cibler ce qu'il faut et d'être capable, c'est pas facile, hein, mais d'être capable de dire à telle personne, OK, voilà, on a vu que le problème c'est ça. Pour traiter ça, il faut faire tel exercice. Voilà, si idéalement, j'aime bien donner un seul exercice, mais pour qu'il soit efficace, il faut avoir bien fait ton diagnostic d'abord. Et après, il faut que le patient il fasse l'exercice. Oui, bien sûr. Ça, mais voilà, l'efficacité ultime pour moi, c'est ça. C'est en une séance être capable de poser un diagnostic et de dire, OK, il faut que tu arrêtes de faire ça temporairement, t'arrêtes ça, tu fais ça et ça à la place. Et voilà, ça pour moi, c'est quand ça se passe de manière idéale. Oui, parce qu'en plus, il faut que le patient soit vraiment honnête avec toi. Parce qu'il y en a qui arrivent, j'ai rien fait de spécial, et puis bon, finalement, ils ont fait tel ou tel sport ou telle connerie. Et ça, c'est une grande question aussi, mais nous, on est entraînés, on va dire, au niveau de l'interrogatoire, ce qu'on appelle, à aller poser des questions assez précises aux patients, parce que des fois, ils n'ont pas idée de ce qui peut déclencher telle ou telle douleur. Des fois, ils s'en souviennent pas. Des fois, ils n'ont pas l'impression que ça peut avoir un rapport. Mais des fois, c'est dans des proportions, c'est monstrueux. J'ai un exemple là. Ça m'arrive qu'une fois, heureusement. Mais j'ai un patient, c'était lunaire, qui vient, il avait mal au genou, à la cheville à la base, et je suis en rééducation pour ça. Un jour, il vient au cabinet, et il me dit, ouais, aujourd'hui, je sais pas si on va pouvoir faire beaucoup de choses, parce que j'ai super mal au dos. Et donc, je lui dis, attendez, on va regarder. Normalement, j'ai pas trop le droit, mais je dis, bon, on va regarder quand même, on va regarder ce qui se passe. Donc, je pose des questions. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce dos? Qu'est-ce que vous avez fait depuis quand vous avez mal, etc. Et le patient, il a du mal à me répondre. Il sait, je sais pas, ça fait une semaine que j'ai mal, j'ai rien fait de particulier, je comprends pas, d'habitude j'ai pas mal. Je fais OK.
Alors bon, j'essaie de recentrer encore un peu plus mes questions, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de vraiment savoir depuis combien de temps il y a mal. En le questionnant un peu, il arrive à me dire, bah tiens, oui, c'est depuis lundi, je crois que j'ai mal. Je fais ok, bah, qu'est-ce que vous avez fait lundi? Je sais pas, est-ce que vous avez vous avez été faire du sport, vous avez bricolé à la maison, vous avez porté quelque chose, il s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Et à force de le questionner, il arrive à me dire, ah oui, maintenant ça me revient en tête. C'est vrai que lundi, je suis monté faire des travaux sur mon toit et je suis tombé de l'échelle. Ça, c'est un truc que t'oublies pas quand Ouais, même. normalement non, mais genre, il y a des gens, ils arrivent à oublier ça quand même. Ah, la vache. Donc voilà, des fois, voilà, déjà dans des cas, bon, c'était extrême, mais ouais, des fois, il faut aller chercher les informations, quoi. Il faut aller à la pêche pour avoir l'information qu'on veut. Bon, des fois, ça marche pas et on n'a pas ce qu'on veut et on comprend pas trop ce qui se passe, mais ouais, c'est une enquête. Quel conseil donnerais-tu à un jeune kiné qui aimerait travailler dans le domaine du sport? D'y aller. C'est pas compliqué entre guillemets. Le plus compliqué, c'est actuellement, c'est d'avoir le diplôme de kiné. Ça, voilà, faut se battre un peu pour les études pour avoir le diplôme. Une fois qu'on l'a, il n'y a pas de souci. Il faut, moi, je pense, se former. Et je pense que c'est bien aussi de pratiquer. Je pense qu'on est quand même un plus à même de comprendre et d'aider les sportifs quand on sait de quoi on parle et qu'on a pratiqué un peu et qu'on pratique. Je dis pas qu'il y a besoin d'avoir un haut niveau dans tel ou tel sport pour pouvoir aider les gens, mais c'est bien de se rendre compte un petit peu des contraintes que l'activité sportive elle demande et d'essayer les choses. Ça, je conseille d'essayer pour avoir déjà une petite expertise au niveau du sport. Ensuite, de se former au niveau de la kiné sur la prise en charge optimale des sportifs. Et puis après, ça se fait. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête de savoir vraiment les contraintes que tel sport apporte sur telle articulation. Ça te permet d'être plus efficace, je pense, dans ton diagnostic et puis surtout dans ta prise en charge Au derrière. niveau mécanique, ça aide. Et puis après, quand tu connais un sport, tu connais aussi un petit peu la culture et les mœurs du sport, ce que les gens ils ont l'habitude de faire ou pas. Et tu cernes plus vite le problème, quoi. Si tu prends des gens qui font du crossfit ou de la musculation ou de l'escalade ou du foot, c'est pas du tout la même mentalité, les mêmes mœurs, les mêmes habitudes d'échauffement, la même récupération. T'as vraiment des cultures qui sont différentes. Et le fait de connaître ça, tu vas quand même, t'es plus efficace, comme je reviens là-dessus, ou t'es plus rapide dans le diagnostic. Oui, parce que tel sport doit avoir, entre guillemets, tel pourcentage de telle pathologie. Ouais, tout à fait aussi. Après, ouais, tu sais que au football, ils vont se faire mal aux genoux, au pubis, aux chevilles. Tu sais qu'en hand, c'est les épaules, les genoux, les chevilles. Tu sais qu'en escalade, c'est les doigts, les coudes, les épaules. Alors après, t'as tes... Oui, un golfeur, généralement, il va plus venir pour tout ce qui est épaules, poignets. Le dos. Peut-être le golfeur aussi, ouais. J'allais dire que pour un problème de cheville. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, t'as tes petits raccourcis, donc qui sont pas forcément toujours vrais. Hein. Tu peux avoir un jour un footballeur qui vient parce qu'il a mal à l'épaule, hein, ça peut arriver, mais voilà, t'as tes petits raccourcis aussi qui te permettent quand même de gagner un petit peu de temps des fois. Quel est selon toi le plus grand malentendu autour du métier de kiné du sport? Donc ça rejoindrait un peu ce que je te disais tout à l'heure avec la place du kiné au Luxembourg. Pour moi, je pense que la place du kiné actuellement dans l'imaginaire collectif, elle est beaucoup centrée sur la rééducation, la réhabilitation post-blessure. Mais je pense que c'est sous-estimer l'importance que ça peut avoir le travail de prévention, justement pour éviter les blessures, de prévention ou diagnostic très rapide, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit truc qui déconne, une petite douleur, quelque chose qui est pas à chaque séance, hein, parce qu'on a tous un peu mal, un petit truc qui peut partir, ça peut arriver, mais quand on commence à s'entraîner, avoir une douleur une fois, 2 fois, 3 fois à l'entraînement, un truc qui commence à revenir, il faut se dire qu'il y a de grandes chances que ça parte pas tout seul. Donc soit il faut avoir un peu les connaissances nécessaires, se remettre un peu en question et se dire ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai changé à mon entraînement, qu'est-ce que je dois modifier. Soit si on n'a pas ces connaissances-là, faut essayer de consulter rapidement. On en discutait un peu tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous de kiné rapidement, mais en tout cas voilà, faut, je pense un petit peu plus se concentrer sur le travail de prévention. C'est une grosse place qu'on a et qui est largement sous-estimée, je pense.
Bon, après, en France, on disait c'était à peu près 2 à 3 semaines pour avoir une place. Au Ouais. Luxembourg, t'es plus sur les 2 mois. Ça dépend des cabinets. T'as des cabinets où t'as des places très rapides au Luxembourg. La densité de kinés est plus importante au Luxembourg, donc t'as des cabinets qui tournent un petit peu moins bien, où tu peux avoir des places très rapidement. Certains autres cabinets sont un peu plus difficiles. Ça dépend où t'es. On sait que vous tournez bien, alors 2 mois tourne bien. d'attente. Après, c'est sûr, quand t'as un patient, comme tu dis, par demi-heure, et en France, tu peux en caler 5-6 par demi-heure, voilà, c'est... Ouais, Du coup, le délai d'attente n'est pas le même, quoi. ouais, tout à fait. Mais la prise en charge non plus. Exactement. Y a-t-il des blessures ou un cas particulier qui t'a marqué dans ta carrière? J'ai des petites choses qui sont toujours alors qui sortent du cabinet. Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup plus pratiqué au cabinet que sur le terrain. Donc tout ce que j'ai vu sur le terrain, ça me semble un petit peu plus inhabituel. Et notamment des fois, je suis allé. Il y a un gardien de l'équipe adverse, mais il n'avait pas de kiné en face. Sur un arrêt, c'est luxé le doigt, il s'est complètement déboîté le doigt. Et du coup, je suis allé l'aider par rapport à ça. Donc, ça, c'est assez marrant. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au cabinet. Mais sinon, les blessures qui me marquent le plus, ça reste des blessures où la rééducation est très longue et où là, tu vois le patient beaucoup. Donc, la plupart du temps, au niveau sportif et notamment au niveau du foot, c'est la rééducation des ligaments croisés antérieurs. Où là, le joueur, tu le vois 4 fois par semaine pendant 9 mois, et tu t'occupes de sa rééducation. Ça, c'est du gros travail et tu le fais partir de zéro, on va dire, pour l'emmener pour le retour sur le terrain. Donc c'est des choses qui me marquent le plus parce que tu passes beaucoup de temps avec les patients et tu donnes aussi beaucoup de t'as vraiment des connaissances, tu dois avoir des connaissances donc sur toutes les phases de la rééducation, que ce soit au tout début en post-opératoire et après en réathlétisation tout à la fin pour le ramener sur le terrain. Donc c'est vraiment les rééducations les plus riches, je trouve, les plus complexes aussi, mais un petit peu les plus riches. Et puis après avec ce côté, le fait de voir le patient vraiment très régulièrement, t'as le côté humain aussi où voilà, les gens tu le connais très bien, voilà. Donc Ouais, c'est un peu un challenge de dire bon, le gars il compte vraiment sur toi. ouais, sur le terrain, il s'est blessé, maintenant c'est entre guillemets, il met son avenir entre tes mains et c'est à toi de le ramener sur le terrain. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est beaucoup d'enjeux, mais ouais, c'est enrichissant et c'est intéressant. J'imagine. Si on est sportif et qu'on ne veut pas se blesser, à quoi doit-on faire attention en priorité? Alors la priorité, ce qui ressort actuellement, ça reste ton volume d'entraînement et surtout la variation du volume d'entraînement. Quand on discutait tout à l'heure il faut trouver le juste milieu entre trop d'entraînement ou pas d'entraînement du tout. Quand on parle de les gens qui en font trop, c'est pas forcément juste qu'ils s'entraînent tous les jours, c'est juste qu'ils en font trop par rapport à leur capacité. C'est-à-dire que tu prends un sportif de haut niveau qui a l'habitude de faire un entraînement, voire 2 entraînements par jour, il s'entraîne 15 fois par semaine, il peut le faire tout en étant en santé et sans avoir de douleurs particulières, à partir du moment où c'est progressif et bien fait. Et c'est pas trop de s'entraîner 15 fois par semaine quand c'est bien fait. C'est surtout donc la variation du volume d'entraînement, c'est-à-dire quelqu'un typiquement dans les cadres de reprise. Là, on va arriver en août là bientôt. Donc là, tous les sports co, ils sont tous arrêtés depuis 1 mois ou 2. Ils ont pas forcément fait grand-chose pendant les vacances. T'arrives en août, préparation physique, 5 entraînements par semaine. Là, c'est là où tu as le plus à risque de blessure parce que tu as une variation de ton volume d'entraînement qui est très grande. Donc ça reste quand même le facteur numéro 1 actuellement, tout sport confondu, qui fait que tu es plus à risque de te blesser. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, pour éviter de se blesser, moi mon conseil, qui peut rester basique, mais je pense que c'est important que ce soit basique aussi, c'est l'écoute de son corps, comme on disait. Et c'est-à-dire que voilà, on a tous plus ou moins expérimenté déjà une petite douleur qui est arrivée, qui vient et qui augmente et qui au final devient une vraie douleur ou un vrai problème. Et moi, quand je discute avec les patients que j'ai qui viennent au cabinet, les sportifs, t'as un gros pourcentage des cas, c'est pas quelque chose qui arrive paf comme ça d'un coup. Ah ben tiens, oups, j'ai mal et ça y est, je suis blessé. Il y a toujours des petits signes avant qui arrivent. Des gens qui vont te dire voilà, une petite raideur, un petit problème à l'échauffement, comme on disait. Voilà, l'échauffement, c'est un peu plus raide ou une petite douleur le matin quand tu te réveilles, tu sens que voilà, ta cheville est un petit peu raide. Ou il y a des petits signes qui arrivent. Si tu arrives à faire attention à ces signes, tu arrives à modifier rapidement ce qui va pas, donc peut-être le volume d'entraînement comme on disait,
et du coup éviter en fait que la blessure arrive. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Écouter son corps et faire attention au volume d'entraînement. Donc, sachant qu'après, l'autre partie aussi à faire attention, c'est l'aspect récupération. C'est-à-dire que des fois, donc, tu peux avoir simplement une blessure qui vient suite à l'augmentation de ton volume d'entraînement. Mais des fois, à volume d'entraînement constant, tu peux avoir une blessure qui vient suite à un problème de récupération. Un truc bête, voilà, tu dors moins bien, t'as un bébé, tu fais pas des bonnes nuits, ou t'as fait un peu plus la fête avec des copains en ce moment, tu bois un peu plus d'alcool, tu fais moins attention à l'alimentation. Ta récupération, forcément, elle diminue, elle est moins bonne. Et pour un même volume d'entraînement, potentiellement, tu peux te blesser, tu peux avoir des douleurs qui arrivent. Donc, c'est vraiment ce triptyque-là qui est important. Volume d'entraînement, récupération et rester à l'écoute de son corps. Et pour ça, je peux te prendre un exemple personnel, j'en ai plein, mais qui m'est arrivé à moi-même. À l'époque, quand j'avais pas d'enfant et que je pouvais grimper un peu plus que maintenant, je grimpais 5-6 fois par semaine, ça m'arrivait. Et donc, je grimpais comme ça, j'avais l'habitude, je faisais ça depuis plusieurs mois, j'avais pas de problème, tout va bien. Et à un moment, je commence à avoir mal aux 2 coudes. Un petit peu épicondylite, un peu qui commence à arriver. Rien de bien violent, hein, mais voilà, je sentais pendant les séances ou après, voilà, je sentais que ça tire un petit peu dans les coudes, les 2 côtés qui arrivent. Donc voilà, donc là, je fais attention à mon corps, j'écoute ça, et tu dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans mon entraînement? Donc, je m'entraînais le même nombre de jours par semaine, ça n'avait pas changé. Au niveau de l'intensité de mon entraînement, j'ai rien changé de particulier, j'avais pas intégré de nouveaux exercices, je faisais pas des trucs plus durs qu'avant, ça restait à peu près stable, et pas trop de changements de ce côté-là. Donc après, tu dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de la récupération? Tu réfléchis un peu. Et là, tu dis, bon, ouais, c'est vrai, ces dernières semaines, avec les copains à escalade, on rigolait bien. Et après l'entraînement, on allait souvent boire des bières. Et puis 1 bière ou 2 bières. Et tu te retrouves 4-5 soirs par semaine à aller boire un coup juste à la fin de l'entraînement. Et tu vas te coucher à 1h du matin et tu te réveilles à 6h pour aller bosser. Et tu te dis, non, ça, en fait, ça va pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ok, bon, quelles sont mes possibilités? Soit je pouvais potentiellement diminuer mon volume d'entraînement pour me dire, ok, tiens, j'ai mal, je vais m'entraîner un petit peu moins, ça va aller. C'était une possibilité, peut-être que ça aurait marché. Mais les sportifs ne veulent pas s'entraîner moins. Alors, c'est la chose qu'on essaie de faire en dernier. Donc tu dis, ok, je vais quand même mieux gérer ma récupération. Alors tu dis, je vais quand même boire moins d'alcool, je vais dormir un petit peu plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai plus jamais eu mal au coude. Oui, généralement, le corps, quand il y a des douleurs, c'est des petites alertes. Ouais, tu envoies des petits signaux d'alerte. Attention, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui n'est pas optimal. Ouais. Et puis après, Mais c'est bien d'avoir ce recul, on va dire, pour pouvoir se corriger tout de suite, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils vont pas se dire, tiens, ça vient de la bière. Ils vont se dire, ça vient de l'entraînement. Ouais, donc, ils vont réduire l'entraînement, mais bon, c'est pas la solution. Parce que, peut-être que ça aurait marché temporairement, mais c'est vrai, pour moi, ça va pas été la bonne solution. Moi, j'essaie toujours, même avec mes patients, déjà juste, je leur dis aussi, oui, que la douleur, effectivement, c'est pas une ennemie, la douleur, c'est une amie. Elle te prévient que quelque chose va pas, mais ça te permet de corriger quelque chose là. Donc ça, c'est bien. Et aussi, j'essaie toujours de cibler le facteur principal de la blessure ou de la douleur. C'est-à-dire que chaque douleur qui va venir, elle est multifactorielle. Comme je te disais dans mon histoire, il y avait le problème, il y a quand même beaucoup d'entraînement. Il y avait mauvaise récupération, il y avait trop d'alcool. Donc, tu peux jouer sur chacun de ces facteurs, mais moi, le but du jeu que j'essaie de mettre en place, c'est de jouer sur le facteur le plus important. Et c'est là où tu as la plus grande efficacité. Même si, si quelqu'un, par exemple, boit un petit peu d'alcool, mais va avoir un entraînement beaucoup trop intense pour lui, ou avec une augmentation de son entraînement récemment, là, tu peux lui dire, oui, peut-être bois moins d'alcool, mais ça sera pas le plus efficace, parce qu'au final, son problème, ça participe un petit peu, mais son problème vient pas forcément de là. Et son problème, c'est l'augmentation du volume ou l'intensité de son entraînement. Donc, il faut réussir à comprendre, encore une fois, dans l'histoire du patient, son historique, ou sur soi-même, si on le fait en titre de prévention, sur les changements qu'il y a eu récemment. Et souvent, c'est sur les 3 dernières semaines. 3 dernières semaines, 1 mois, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Mon sommeil, mon alimentation, mes entraînements, est-ce que j'ai rajouté des choses? Et voilà, quand tu cherches, il y a toujours quelque chose que tu trouves la 3 dernières semaines, et avec des petits signes qui sont là avant que tu ne baisses vraiment. Si tu avais l'occasion de faire évoluer un aspect de ta profession, ce serait lequel? Moi, ce que je ferais évoluer, ça serait ce qu'on appelle l'accès direct à la kinésithérapie. C'est-à-dire qu'actuellement, aujourd'hui, quand tu vas aller voir un kiné, tu as besoin de passer chez le médecin pour avoir une ordonnance, si tu veux être remboursé.
Et ensuite, du coup, tu viens chez le kiné. Et là, il y a des expérimentations qui sont en train de passer en France. Petit à petit, peut-être que ça va venir. Et je trouverais ça plus pertinent d'avoir un accès direct. Alors, il faudrait revoir un petit peu certaines parties du système, mais se dire, voilà, tiens, j'ai un problème au genou. Tiens, au lieu d'aller chez le médecin généraliste qui m'envoie chez le kiné, je vais aller chez le kiné. Et nous, avec nos connaissances, on est capable de dire, OK, oui, c'est un problème de type musculo-squelettique et on va pouvoir faire quelque chose. Ou alors, non, c'est bizarre, c'est pas ce que je connais. Va quand même chez ton médecin et il y a quelque chose, il y a des examens ou des choses à faire. Ça, c'est vraiment la partie pour moi. J'espère que ça arrivera un jour et que dans le futur, ça viendra. Ça ferait gagner du temps aux patients, ça ferait gagner du temps aux médecins, ça ferait gagner de l'argent à la Sécu et tout le monde serait content, quoi. Ça, je vois déjà aussi une petite évolution, c'est que quand j'ai été chez le médecin, du coup, pour avoir une séance de kiné, donc il y avait écrit séance de kiné, et puis je dis, mais vous avez pas noté le nombre de séances, chose que quelques années en arrière, j'avais noté 5 séances, 10 séances par rapport à la pathologie que j'avais. Et du coup, elle m'a répondu, et c'est vrai que c'est pas bête, elle me dit, non, c'est le kiné qui va juger le nombre de séances dont vous avez besoin par rapport aux soucis que vous avez. Et c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus intelligent parce que ton médecin, lui, va te mettre toujours un nombre bateau, un 5, 10, et puis après, quand on a plus, il faut que tu retournes chez ton médecin. Donc, comme tu dis, ça fait perdre de l'argent, perdre du temps aux patients. Que là, au moins, c'est toi le professionnel. Donc, c'est toi qui peux juger le nombre de séances nécessaires. Tout à fait. Et quand tu t'amuses à regarder les ordonnances de kiné aussi, tu vois, donc au niveau des diagnostics qui sont posés, les ordonnances, on les regarde presque pas parce que tu vas dire séance de kiné pour poignet, voilà. C'est ça que t'attends. Oui, voilà, c'est ça, oui, bien sûr, c'est effet poignet. Donc au final, t'as pas d'aide, le médecin, il te dit pas, c'est tel problème, il faut faire ça. Au final, c'est quand même toi qui fais ton bilan, qui trouve le problème que c'est et qui cherche les solutions. Donc le passage chez le médecin, il est pas inutile. Le seule chose qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le triage. C'est-à-dire que quand tu vas chez ton médecin, il est capable de te dire, OK, est-ce que c'est un problème qui dépend du kiné ou est-ce que c'est un problème grave ou autre chose qu'il faut faire des examens. Le médecin, il est entre guillemets uniquement là pour ça. C'est un gros travail, mais il est là pour ça. Il est pas là pour nous dire, voilà, c'est tel problème, il faut faire ça. Donc, ce côté triage, non, on peut aussi le faire. Et ça ferait gagner du temps à tout le monde. Oui, c'est sûr que moi, elle aurait pu écrire, par exemple, séance de kiné suite à souci d'impact à la boxe. C'est ce que j'avais, quoi. Bon, en arrivant chez le kiné, tout de suite, c'est ce que je lui ai dit, même au téléphone, en prenant la prise de rendez-vous. J'ai après quelques séances de boxe, j'ai senti avec les impacts au poignet, petite douleur. Donc, elle m'a dit, OK, venez, mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas eu de diagnostic posé sur l'ordonnance, comme tu disais. C'est ça. C'est très rare. J'ai eu des petites questions donc d'abonnés. Donc je vais te les poser. Est-ce que c'est mieux de jouer sur un terrain naturel ou un terrain synthétique? C'est pareil. Exactement pareil. C'est au niveau de la dangerosité ou de la terme de prévalence de blessures, c'est pareil. Ce qui est potentiellement néfaste ou dangereux, c'est la variation entre les deux. Quelqu'un qui est habitué à s'entraîner sur un terrain synthétique qui va aller sur un terrain vert, les appuis sont pas les mêmes, les changements de direction, la vitesse est pas tout à fait la même, et donc du coup son corps est moins bien adapté à ça, et potentiellement il est plus à risque de se blesser. Et vice versa, quelqu'un qui s'entraîne sur un vert, qui va passer sur un synthé, les appuis sont pas les mêmes, etc., et potentiellement il peut se blesser. Mais quand tu es habitué, si tu t'entraînes toujours sur un synthé, que tu joues toujours sur un synthé, il y a pas de risque particulier par rapport au vert. À part les brûlures sur les tapis glissés, mais ça, c'est un autre problème. Est-ce que c'est mieux de courir sur un tapis de course ou sur du macadam ou autre? Un peu le même raisonnement. Ça dépend à quoi tu es habitué, on va dire. C'est vrai que sur le tapis de course, il y a un petit amorti un petit peu naturel. Mais pareil, donc, si tu as l'habitude de courir sur du macadam, que tu vas courir sur un tapis, une fois de temps en temps, t'es moins à risque de te blesser sur tapis. Mais si tu as l'habitude de courir sur tapis, ça revient au même, c'est pareil, au niveau du risque. Mon petit avis personnel, c'est que sur tapis, la transition du tapis au macadam peut être un peu plus problématique parce que tu as l'habitude que le tapis va t'absorber un petit peu certaines contraintes, on va dire. Donc tu te retrouves à avoir une foulée moins économique en impact, ça va taper un petit peu plus. Et si tu gardes cette même foulée au moment de passer sur une surface dure, comme du macadam,
tu es un peu plus à risque de développer une blessure par rapport à ça. Ton corps s'habitue peut-être par rapport à la surface rencontrée. Exactement, tout à fait. Et ta foulée va s'adapter aussi un petit peu. Et après, c'est une histoire, comme sur le terrain synthétique ouvert, c'est une histoire d'adaptation. Quelqu'un qui court toujours sur du bitume, il n'y a pas de problème. Mais la transition entre certains types de surfaces, comme le tapis de course, on a dit, ou le macadam, ou alors même quelqu'un qui fait toujours un petit peu de trail plutôt sur des sous-bois, un sol un petit peu mou, de la terre, de l'herbe, et qui passe sur des macadam, les impacts, ils augmentent. Et de manière temporaire, tant qu'il n'est pas adapté, il y a une chance un peu plus importante de se blesser à ce moment-là, sur cette transition. D'où l'intérêt de faire des transitions progressives, de faire attention à ça. Ça rentre en compte aussi dans la prévention des blessures dont on parlait tout à l'heure. Quand tu te dis, OK, je commence à avoir mal, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui a changé? Ça peut être une variation de surface de terrain, vert, synthétique, ou quelqu'un qui court sur du macadam ou du sous-bois, etc. Ça peut être un changement de matériel, que ce soit avec des chaussures ou des crampons qui ont changé. C'est des facteurs qui vont modifier un petit peu certains paramètres. Sur le long terme, quand tu seras habitué, plus ou moins pareil, mais la période de transition est dangereuse. Ok. À chaque début ou fin de séance, est-il indispensable de faire des étirements? Non, c'est pas indispensable. Les étirements, c'est aussi un grand débat. Donc, tu vas savoir qu'il y a plein de types d'étirements différents. Il y a plein d'objectifs différents dans les entraînements, dans les étirements. Est-ce que tu t'étires pour la récupération? Est-ce que tu t'étires pour vouloir t'échauffer? Est-ce que tu t'étires pour gagner en souplesse? Il y a c'est un grand monde où on peut faire plein de sous-catégories. Mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que les étirements à l'échauffement, c'est pas utile. Ça participe pas à l'échauffement du corps. Au contraire. Donc du coup, c'est pas forcément intéressant à l'échauffement pour être plus performant, pour éviter les blessures. C'est pas efficace. En récupération, c'est pas efficace pour la récupération. C'est pas parce que tu t'étires que tu auras moins de courbatures. Ça a déjà été prouvé maintes et maintes fois. Que tu t'étires ou pas, ça changera rien. Donc les étirements, faut voir ça peut être intéressant dans certains sports, certaines habitudes pour garder de la mobilité, mais du coup tu peux le faire quand tu veux. Si tu veux le faire après ton sport, parce que c'est là où tu as ton moment, fais-le après ton sport, il n'y a pas de problème, mais sache que c'est pas pour la récupération, c'est juste pour gagner de l'amplitude. Ou entre chaque séance de sport comme tu veux, voilà. Après, ça c'est scientifiquement ce qu'on dit actuellement. Après, des fois, il y a toujours des petits... Mais des petits cas à part, quoi. Des petits cas à part, et moi j'aime bien se prendre l'exemple de Usain Bolt quand il bat son record sur le 100 mètres. Toute la littérature scientifique te dit que des étirements passifs importants avant un effort explosif, tu diminues les performances de tes muscles. Et quand tu vois Usain Bolt avant son 100 mètres, il se fait faire des étirements incroyables, il se fait tordre dans tous les sens, etc. Donc tout le monde te dirait, c'est pas efficace. Mais après, il pète le record du monde quand même. Donc, ouais, c'est vraiment un cas à part. Ouais. Voilà. Donc on regardera que les étirements, c'est bien pour travailler sa souplesse et sa mobilité. Tout à fait, mais surtout ça. Peu importe, tu peux le mettre peu importe. Ouais, après tu le places quand tu veux, suivant ton timing, c'est pas un souci. Mais dans le cadre sportif, à l'échauffement ou à la récupération, en général, c'est pas utile. Ok. Y a-t-il un âge limite pour la pratique du sport? Non. Non. Ouais, le sport, il faut le faire. Enfin, sport, activité physique. Plus on le fait, mieux on est, mieux on se porte. Et j'ai envie de dire encore plus aux deux âges extrêmes de la vie, pour les enfants. C'est super, super important pour leur développement et pour le corps qui se construise pour plus tard être en bonne santé. C'est primordial, vraiment très, très important. Et de l'autre côté, pour les personnes âgées, c'est aussi super important parce que à cet âge-là, tu perds vite en capacité. Et si tu te tiens pas actif, tu perds vite en autonomie. Et donc, c'est vraiment les deux âges extrêmes où c'est super important. Mais sachant que plus t'en fais, et mieux tu te portes. Et toute ta vie, faut être actif. C'est vrai qu'on voit en plus de plus en plus de personnes âgées très bons dans certains sports. Hein. Ouais. On voit musculation, des gens dans 80, voire même 90 pour certaines. Ouais. Ce que j'ai vu, c'était des femmes. Puis même là, on voit sur l'Aerox, je crois que c'était un gars de 80 et quelques années qui est arrivé, je sais plus combien il tient là, mais ouais, c'est assez impressionnant. Le gars, il te tord en deux. Le gars, il a deux fois ton âge. J'adore voir ces histoires-là. C'est mon objectif de vie, moi, à 75 ans, là, de continuer à faire tout ce que je fais, à garder la forme. Ouais. C'est vraiment motivant et inspirant. Ouais, inspirant, c'est clair.
Dernière question d'abonné. Comment les muscles et tendons s'adaptent au fur et à mesure des entraînements de musculation? Alors là, on est sur de la physiologie. Ça remonte un peu loin, mes derniers cours. Mais grosso modo, donc ton muscle, comment il s'adapte? Alors, quand tu fais de la musculation, souvent c'est pour gagner de la force. Quand tu veux gagner de la force, tu vas avoir 2 gros aspects qui vont participer à ça. Tu vas avoir le recrutement neuromusculaire, c'est-à-dire que chaque fois que tu vas contracter ton muscle, tu vas avoir plus de fibres musculaires qui vont être recrutées lors de ton effort. Ça se fait entre une connexion entre ton cerveau et ton muscle. C'est un gain qui vient assez rapidement, on va dire. C'est le premier gain que tu as dès que tu vas faire commencer un petit peu de la musculation, quoi. Ça peut être assez rapide. La deuxième manière pour ton muscle de gagner en force, c'est l'hypertrophie, augmenter le nombre de fibres musculaires qu'il y a à l'intérieur du muscle, et ce qui permet d'augmenter la force de ton muscle. Donc ça, c'est les deux principales adaptations qui ont lieu au niveau du tissu musculaire. Et au niveau du tissu tendineux, donc pareil, le tendon, il va s'adapter à l'effort, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du renforcement musculaire, ou un sport en particulier qui sollicite les muscles, il va avoir des tendons qui vont être plus résistants et qui vont être en meilleure santé, qui vont s'adapter tout simplement pour répondre à la charge que tu leur mets dessus. Et donc au niveau du tendon, donc c'est du tissu, après c'est la physiologie, mais c'est du tissu collagénique. Et lors de l'effort, quand tout va bien et que l'effort est pas excessif pour lui et que tu es en bonne santé, le tendon il va modifier ce qu'on appelle sa compliance. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il modifie un peu sa compliance, c'est-à-dire que c'est un peu la raideur, on va dire, de ton tendon, la vitesse à laquelle il arrive à se déformer, qui va se modifier un petit peu, qui va être un petit peu plus rigide, on va dire, et qui permet de mieux résister aux entraînements. Voilà, c'est les effets physiologiques. Ça a des intérêts, notamment nous après sur de la rééducation, quand on va travailler sur des tendinopathies ou des douleurs de tendons qui sont venues suite à un excès de force ou un excès de vitesse au niveau des tendons. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille avec certains exercices. C'est pour ça que tu dis toujours d'y aller progressivement, parce que c'est sûr, si tu as, je prends du poids de muscu, mais si tu as un bench à 50 kilos, donc voilà, tes muscles, tes tendons sont adaptés à ça, le lendemain, tu essayes d'en faire un à 120. Bon, voilà, si ça peut passer, mais voilà, au niveau des tendons, des articulations, tout ça, c'est là que des fois on voit que ça casse quand t'as des gars qui essayent de faire des performances qui sont pas du tout habitués, quoi. Ouais, le problème aussi qu'il y a là-dessus, c'est que donc chaque tissu va avoir des temps d'adaptation qui sont différents, et notamment entre le muscle et le tendon, ton tissu musculaire s'adapte plus vite que ton tendon. C'est-à-dire que quand tu vas faire du renforcement, admettons, tu vas gagner en force relativement rapidement, mais ton tendon il suit pas encore et il est pas forcément prêt à encaisser les charges de la nouvelle force que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et donc ça peut amener à des blessures quand tu es pas forcément assez progressif, et même au final, tu vois qu'en fait tu peux le faire. La barre, tu vas la pousser, tu vas augmenter tes charges maximales, tu vas augmenter tes records, et en fait tu peux la pousser la barre, mais ton tendon il est là, il a la traîne et il a du mal à encaisser. D'où l'intérêt de la progressivité pour que chaque tissu ait le temps de s'adapter aux efforts que tu mettes. Ok, très intéressant. Donc du coup, c'était il y a longtemps les cours, mais bon, tu t'en souviens encore bien. J'ai quelques bases. Alors, j'ai des petites questions de fin aussi que j'aime bien poser généralement aux invités. Selon toi, quel est le meilleur exercice polyarticulaire? Haut du corps ou bas du corps? Tout confondu, vraiment. Lequel pour toi est le plus bénéfique? On va dire le squat. On va dire le squat quand même. Ça reste une base qui fait travailler pas mal de groupes musculaires. C'est un classique, c'est facile à mettre en place. Donc, j'hésitais avec les tractions parce que pour moi l'escalade, les tractions c'est quand même plus important que les squats. C'est ce que ça revient beaucoup, les tractions. Mais voilà, pour si je devais dire oui à un exercice, que tout le monde fasse un exercice pour améliorer sa santé, faites des squats, c'est très bien. Est-ce que tu as un style de musique particulier quand tu t'entraînes?
Je m'entraîne sans musique, moi, même quand je vais courir ou j'écoute le bruit de la forêt, des oiseaux, mais je grimpe sans musique, ouais. Je crois que je vais l'enlever cette question parce que depuis le début, Il y a que des gens qui... il y a que des gens qui n'écoutent pas de musique quand ils s'entraînent. Eh ben, écoute, c'est peut-être quelque chose à creuser. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Pourtant, on dit que qu'il y a un gain de performance Ok. quand on écoute la musique. Bon, D'accord. surtout par exemple en musculation, Ok. c'est ce que j'avais lu. Mais bon, apparemment dans les autres sports, non. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va vraiment au-delà du sport, ce serait quoi? Faire de l'activité physique. Il n'y a rien de mieux. Donc, activité, quand je dis activité physique, c'est-à-dire bouger, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance, on va dire, d'aimer un sport. J'ai cette discussion avec beaucoup de patients qui sont sédentaires, à qui j'explique l'intérêt de l'activité physique, justement. Je leur dis, c'est OK, si vous n'aimez pas faire du sport, t'aimes pas faire du foot, de la natation, je sais pas quoi, il n'y a pas de problème, tu as le droit de pas aimer, et c'est pas donné à tout le monde, il n'y a aucun souci. Par contre, le corps, il a besoin de bouger, il a besoin d'activité. Donc, il faut réussir à intégrer quelque chose. De la marche, c'est mieux que rien, ou de faire des exercices particuliers, prendre du temps pour faire des exercices pour rester en bonne santé. Et ça, soit, alors dans le meilleur des mondes, la meilleure solution, c'est de trouver un sport qui lui plaît, une activité physique qu'on aime faire. On parle d'escalade, on parle de muscu, on parle de foot, les gens ils adorent, ils sont passionnés. Ils y vont pas pour se maintenir en bonne santé, ils y vont parce qu'ils aiment faire ça. Bon, peut-être la muscu c'est un peu différent, mais ils y vont parce qu'ils aiment faire ça, et ça c'est génial. Moi quand je vais grimper, j'y vais pas pour me dire OK, il faut que je grimpe pour rester en bonne santé, garder mes muscles, etc. Non, j'y vais parce que ça me fait plaisir. Et ça c'est l'idéal. Mais après, quand on n'a pas la chance d'avoir ça, il faut se prendre du temps spécifique et pour faire quelque chose, activité physique. Ça peut passer même pour les personnes un peu plus âgées. Des fois, je dis, même aller faire un peu de marche, un peu de jardinage, c'est déjà mieux que rien, mais il faut faire quelque chose. Ouais, il faut bouger. Hein. C'est vrai que même des fois, par exemple, les gens qui ont un chien, aller se promener avec. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai recroisé, d'ailleurs, ça vient de me revenir, j'ai croisé un collègue qui est parti en retraite. Bon, lui était très, très sportif, il courait beaucoup. Je sais pas s'il a déjà fait des marathons même, mais et je l'ai recroisé, et puis je dis, alors, comment que c'est la retraite? Il me dit, ça va, ça se passe. Et puis, il avait un gros berger allemand avec. Et puis, il me dit, justement, j'ai pris un chien, et il me dit, tous les jours, je vais marcher avec, quoi. Ouais. Et il me dit, ça me reste motivé, ça me garde motivé, quoi. Et j'ai dit, c'est super. Et c'est vrai que oui. Ça peut être une solution comme une autre, quoi. Les personnes qui ont des chiens, ils ont moins de chances d'avoir des problèmes de santé cardiovasculaire. Parce que du coup, ils marchent beaucoup pour aller le promener. Ouais. Bon, sauf si t'as un petit chihuahua, tu vas pas aller le promener des kilomètres comme un berger allemand, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as une citation, une phrase motivante qui t'inspire? Ce que je dis toujours à mes patients, pour les motiver, c'est dans la difficulté qu'on progresse. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est une phrase. Ouais, quand ils sont un peu dans le dur, j'aime bien leur dire ça. Et ils te répondent quoi? Souvent, ils sont dans le dur, alors ils sont pas très contents. Mais... Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois toujours kiné, ça c'est sûr. En espérant que j'ai eu le temps de faire un peu plus de sport. Donc, toujours sportif, toujours kiné, aider les personnes, aider les gens. En cabinet libéral, sûrement toujours, avec peut-être une activité à côté, peut-être plus centrée justement sur la prévention, sur le conditionnement des gens avant qu'ils se blessent. Peut-être développer quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Faire quoi, des petits séminaires, des choses comme ça? Non, peut-être plus dans la prise en charge individuelle, dans le suivi, un peu coaching de gens, soit post-blessure pour... Il y a souvent une zone grise un peu entre la fin de la blessure et la reprise de l'activité. Donc, on a la partie qu'on appelle de réathlétisation. Dans cette zone grise là, c'est intéressant parce que tu es à la fois en post-blessure, mais à la fois en reprise d'activité, et c'est souvent une période qui est un petit peu compliquée. Peut-être développer une manière d'être un peu plus présent sur cette phase-là. C'est intéressant parce que c'est vrai que nous, au cabinet, on reste dans un cabinet, donc on a les limites aussi physiques du cabinet, même si on est pas mal équipé. Mais par rapport à mon expérience que j'ai eue, notamment avec l'équipe de football avec laquelle je travaillais, cette partie de réathlétisation qu'on faisait directement sur le terrain, le fait d'avoir la capacité d'être sur le terrain, de pouvoir réhabiliter les sprints, de pouvoir retravailler les changements de direction, etc.
c'est des choses qu'en cabinet on peut faire, mais de manière pas exactement pareille. Donc être un peu plus proche du retour du sport et de coller aux besoins physiques du sport. Ça peut être intéressant. Post-blessure ou voir des analyses de prévention, quoi. Prendre quelqu'un qui est pas encore blessé, d'analyser un peu ses entraînements, tout ce que je sais faire, sa mobilité, sa force, et se dire ok, par rapport à ta pratique, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton physique, attention, tu pourrais focus là-dessus pour essayer d'éviter des blessures, quoi. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Non, projet perso, j'essaye de me structurer un petit peu un entraînement d'escalade j'aimerais bien progresser un petit peu là-dessus dans ces prochaines années. Je me suis jamais vraiment entraîné, j'ai toujours grimpé, mais je me suis jamais entraîné dans cette discipline. Donc j'ai pour projet de mettre en place ça pour tester aussi un petit peu justement l'entraînement. Je vois plein de gens qui s'entraînent autour de moi et ça me donne envie aussi de me mettre un petit peu sérieusement pour voir. Et puis donc ça c'est plutôt côté perso, au niveau plus perso sportif. Après j'ai toujours le côté perso familial, continuer à m'occuper de mes enfants, c'est déjà un beau projet. Et au niveau pro pour l'instant ça va, je roule comme ça et ça me va bien. Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? T'as vu déjà pas mal de coachs un petit peu, t'as vu donc là. Ouais, peu importe, t'as confondu, hein, ça peut être soit dans le domaine médical, soit sportif en particulier. Ouais. Soit t'auras le temps de réfléchir et puis au pire tu pourras m'envoyer ça en message, là, pas de problème. Ok, écoute Fred, merci toutes ces réponses. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Frédéric. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute, un commentaire ou même de le partager autour de vous. Pour les actualités du podcast, c'est sur Instagram seb.focuspodcast. Et comme toujours, on se retrouve très vite pour un nouveau témoignage inspirant autour du sport, de la santé et du bien-être. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus.